Bonjour à tous, bienvenue à cette demi-journée sur le thème des troubles musculo-squelettiques. Donc on va passer ensemble à peu près une petite heure où je vais vous présenter... Est-ce que je pourrais avoir le diaporama, s'il vous plaît? Alors, il suffit de... Ah, il est à la suite? En bas, et ben voilà. Ok, super. Donc je suis docteur Lebavois d'Orgeval, docteur au médecin du travail au service de santé au travail du CH de Cayenne. Je vous remercie d'ailleurs le FIP pour son invitation de présenter aujourd'hui. Donc voici le plan. Donc après une introduction brève, nous verrons donc, les facteurs de risque de l'apparition de TMS, les retentissements des TMS sur la vie de l'agent, ensuite sur l'employeur, sur la structure. Après cette première partie-là, nous effectuerons quelques minutes de questions-réponses. Puis ensuite, dans la deuxième partie, je vous présenterai un exemple avec le syndrome du canal carpien. Donc tout d'abord une définition. Finalement, qu'est-ce qu'un trouble musculo-squelettique? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de TMS, de troubles musculo-squelettiques. Qu'est-ce que c'est? Donc en fait, ce sont toutes les affections qui touchent les articulations, les muscles et les tendons. Les tendons, en fait, ce sont les structures anatomiques qui relient les muscles aux os. Et donc les TMS résultent d'un déséquilibre entre les capacités physiques du corps et les sollicitations et contraintes auxquelles il est exposé. Donc les TMS sont la première cause d'indemnisation pour maladies professionnelles en France. On voit bien que les TMS représentent plus de 87% des maladies professionnelles qui ont entraîné une indemnisation. Et en ce qui concerne les accidents du travail, eh bien 20% de ceux-ci sont représentés par les maux de dos. Donc voici ce petit schéma en fait qui montre donc les parties du corps les plus touchées par les TMS. Donc on voit bien que ce qui concerne le membre supérieur, c'est-à-dire épaules, coudes, puis la main, le poignet, les doigts, finalement en fait c'est la grande majorité des TMS. Et aussi donc des maladies professionnelles. Avec donc en premier, ce qui est le plus fréquent, ce sont les maladies du poignet, de la main et des doigts. Ensuite c'est l'épaule, puis le coude. Par exemple le bas du dos il est que de 7% comparé aux mains, poignets, doigts. C'est la raison pour laquelle aussi ensuite je vous expose le syndrome du canal carpien et pas le mal du dos par exemple. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, syndrome du canal carpien, 38% de l'ensemble des TMS à peu près. L'épaule, les problèmes de l'épaule, 30% des TMS. Ensuite les problèmes du coude, un peu moins fréquents, 22%. Et enfin, les problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Donc tout d'abord, les signes physiques annonciateurs de TMS. Parce qu'évidemment, avant que la maladie soit installée, il y a des signes précurseurs qui peuvent être intéressants de repérer pour pouvoir agir dessus de façon précoce. Donc ça va être des douleurs au niveau des articulations, de la colonne vertébrale, finalement des différentes structures anatomiques du corps, une fatigue musculaire localisée persistante avec des courbatures, des raideurs, de la lourdeur, la personne a du mal à réaliser des tâches qu'elle réalisait avant facilement. Ça peut être des picotements, des engourdissements, des sensations de décharge électrique par exemple dans les membres supérieurs. Ça peut être le doigt, par exemple, une personne qui va avoir un doigt qui ne sera pas totalement plié, mais qui bougera plus vraiment comme avant. Donc ça, c'est aussi un signe finalement annonciateur de TMS. Et donc comme je le disais, ces symptômes, ils surviennent quand le salarié dépasse ses capacités fonctionnelles, qu'il n'a pas assez de récupération par rapport aux contraintes auxquelles son corps est soumis, et donc ça entraîne une hypersollicitation des articulations et des structures autour. Donc 3 niveaux de symptômes. Donc le niveau 1, on va dire que c'est les signes annonciateurs. C'est-à-dire que ce sont des symptômes qui vont arriver pendant l'activité, pendant le travail, mais qui vont disparaître
dès que l'activité se termine. Par exemple, la personne va avoir mal au poignet lorsqu'elle tape sur son clavier au travail, et puis dès qu'elle arrête de taper sur son clavier, qu'elle rentre chez elle et qu'elle fait autre chose, et bien la douleur disparaît. Le niveau 2, ce sont donc des symptômes qui apparaissent plus rapidement pendant l'activité et qui persistent malgré tout un peu quand même après la fin de l'activité. Donc la personne va rentrer chez elle et puis elle va avoir mal par exemple le soir, mais par exemple le vendredi elle va avoir mal le soir, mais le samedi, le dimanche ça va aller mieux, puis la douleur va recommencer ensuite le lundi, etc. Le troisième niveau de symptômes, donc ce sont donc les symptômes que nous avons vus précédemment, douleur, raideur, lourdeur, sensation de décharge électrique, qui vont être là en permanence, donc aussi bien pendant l'activité qu'après l'activité, et qui persistent au repos. Donc on comprend bien que les troubles musculo-squelettiques s'installent le plus souvent de façon très progressive, avec des signes annonciateurs qu'on peut tout à fait repérer. Et donc il est primordial d'intervenir en fait dès que les premiers symptômes apparaissent, et bien sûr l'idéal est d'intervenir avant que quoi que ce soit apparaisse, donc en prévention primaire. Donc maintenant nous allons voir les facteurs de risque de l'apparition de TMS, à commencer par les facteurs de risque liés au travail. Donc il y a plusieurs types de facteurs de risque liés au travail. Les facteurs biomécaniques, donc là, biomécanique ça veut dire tout ce qui est en rapport avec le positionnement des articulations au travail. Donc ça va être par exemple des gestes effectués avec les bras au-dessus des épaules. Donc je vous montre. Donc par exemple, là c'est bon. Et si la personne doit lever au-dessus des épaules, et bien tout de suite ça engage beaucoup plus l'articulation et ça devient à risque de développer des problèmes au niveau des tendons des épaules. Ça va être les mouvements répétitifs, par exemple au niveau des poignets. Ça peut être par exemple les infirmiers qui intubent au bloc opératoire, par exemple, les infirmiers anesthésistes. Le port de charge lourde, bien sûr. Et évidemment, la durée de l'activité aussi rentre en compte. En ce qui concerne les facteurs environnementaux, donc les facteurs environnementaux, c'est ce qui est extérieur en fait à la personne, qui peut éventuellement être en rapport avec l'activité, mais qui n'est pas causé par l'activité directement en elle-même. Ça va être par exemple le froid. Bon, ici, on n'est pas trop concerné, mais quand même, parfois, dans des bâtiments qui peuvent être très climatisés, parfois ça peut développer des douleurs chez les personnes. Les pressions mécaniques, les chocs et les vibrations. Par exemple, on peut penser à nos techniciens, nos ouvriers, par exemple à l'hôpital, qui parfois utilisent le marteau-piqueur, le perforateur. Voilà. Et la qualité de l'éclairage rentre aussi en compte. Ensuite, nous avons ce qu'on pourrait regrouper sous le terme global du stress en fait, et de l'organisation. Donc par exemple, ça va être le rythme de travail, ça va être les conditions de travail, donc une cadence imposée, un délai de réalisation trop court, un temps de récupération insuffisant. Mais souvent, ce qui joue beaucoup, en fait, c'est ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux, aussi appelés les risques psychosociaux, avec des relations sociales dégradées, qui ont vraiment tendance à favoriser l'apparition de TMS, l'insécurité de l'emploi et le manque de reconnaissance professionnelle. Globalement, ce sont les principaux. Et donc, le lien entre les activités professionnelles et les TMS est bien établi. Et voilà. Les facteurs de risque non liés au travail, parce que bien sûr, tout ne dépend pas du travail, de l'âge de la personne. Plus la personne augmente dans les âges, plus la personne a de risques de développer des problèmes des articulations, ça semble logique. Les maladies chroniques, bah évidemment, si une personne est déjà fragilisée par des problèmes de santé chroniques, bah malheureusement, elle va être plus à même à développer des problèmes supplémentaires ou avoir un corps qui s'use, entre guillemets, plus facilement, plus précocement.
La fragilité psychologique peut aussi rentrer en compte, notamment dans le rapport par rapport aux risques psychosociaux. Les loisirs, par exemple, quelqu'un qui fait beaucoup de couture, ça utilise beaucoup les doigts par exemple, donc ça peut favoriser l'apparition de problèmes au niveau des tendons, des doigts. Par exemple, quelqu'un qui aime beaucoup faire du bricolage, donc là on retrouve les problèmes des épaules, les problèmes des doigts aussi, des coudes, les vibrations, par exemple, et les activités sportives évidemment qui peuvent générer des traumatismes, et puis évidemment des placements des articulations qui peuvent être mauvais pour les articulations. Donc en résumé, nous avons les TMS au milieu. Autour, nous allons avoir la sensibilité individuelle, les contraintes biomécaniques, donc le placement des articulations, l'ambiance environnementale, le stress, les risques psychosociaux. Et c'est sur l'ensemble de ces facteurs modifiables qu'il faut agir pour diminuer l'incidence des TMS. Ça, j'insiste sur le fait que c'est multifactoriel et que c'est vraiment important de prendre en charge cela de façon globale. Maintenant, nous allons voir les retentissements des troubles musculo-squelettiques sur la vie de l'agent. Tout d'abord, sur la vie personnelle de l'agent. Quelles sont les conséquences sur la vie de la personne au quotidien en dehors du travail? Donc, on va différencier deux types de conséquences sur la vie personnelle. Tout d'abord, on va voir les conséquences en rapport avec les symptômes ressentis, et juste après, nous verrons les conséquences en rapport avec le fardeau de la maladie. Donc en fait, ce qui est en rapport avec les symptômes ressentis, c'est tout ce qui va être lié aux manifestations de la maladie. Donc ça va être douleur, perte de force, perte de sensibilité, la fatigue, donc ça c'est tout ce qu'on a vu juste avant. Et c'est ce qu'on va appeler des déficiences. Une déficience, c'est toute altération d'une structure anatomique ou physiologique. Et donc en fait, quand on a une déficience, ensuite cela entraîne des difficultés à réaliser certaines tâches au quotidien. C'est ce qu'on appelle l'incapacité. Et donc l'incapacité, c'est défini comme la réduction partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon qui semble normale pour un individu du même âge, dans les mêmes contextes. Par exemple, faire le ménage, ça va être compliqué quand on a des douleurs à l'épaule très, très intenses. Couper ses aliments, quand on a des décharges électriques dans les mains, quand on a une perte de force au niveau du poignet, ça peut être compliqué. Conduire, par exemple, aussi, évidemment, tout ce qui concerne le membre supérieur, on a vu, c'est quelque chose de très important dans l'ensemble des TMS. Donc la conduite peut être impactée, par exemple. Dans ce cas-là, on peut comprendre aussi ensuite ce que ça implique, le fait de ne plus conduire. Et par exemple, la marche peut aussi devenir difficile. Donc bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Et donc, au final, ces déficiences et ces incapacités peuvent entraîner un handicap. Donc là, c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé du handicap. Donc, en fait, un handicap, c'est une limitation d'activité du fait de l'altération de la santé. Parce que, par exemple, quelqu'un qui, de base, ne fait jamais à manger et qui n'arrive plus à faire à manger à cause de son problème, n'est pas handicapé par ce problème-là dans le cadre du fait de faire à manger, par exemple. Mais, dans le cas où la déficience ou l'incapacité entraîne donc une limitation d'activité que la personne faisait auparavant, eh bien c'est ça qu'on appelle un handicap. Par exemple, l'impossibilité de continuer ses loisirs, la personne qui ne peut plus jouer avec ses enfants comme avant, ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. La diminution des activités sociales, par exemple si on ne peut plus conduire, ça peut être compliqué pour aller faire nos activités habituelles. Et tout cela entraîne bien sûr un impact psychologique vraiment important. Un isolement, des troubles du sommeil par exemple, et donc au final une diminution de la qualité de vie. Si je puis me permettre,
vous avez donné des exemples des répercussions de ce qu'on peut appeler handicap en prenant des exemples plutôt dans la vie personnelle des personnes. Au travail, on a une définition de la reconnaissance qualité de travailleur handicapé qui, je vais vous le dire avec mes mots, mais à partir du moment où une personne voit ses chances d'accéder à l'emploi, donc ça c'est plutôt pour les jeunes, pour les demandeurs d'emploi, ou voit ses chances d'être maintenu dans l'emploi réduites. Réduite, c'est pas ramener à zéro. C'est moins de chances de... Eh bien, dans ce cas, on est dans le cadre. Et de manière plus concrète, à partir du moment où l'agent va avoir besoin qu'on adapte ses conditions de travail, eh bien, on va parler de handicap parce que là, on va être dans une approche curative. C'est bien ça. Et donc, on peut aussi comprendre que dans la vie personnelle, il peut aussi y avoir des difficultés financières liées à l'absentéisme au travail, et évidemment pour se faire soigner. Les difficultés en rapport avec le fardeau de la maladie. Donc là, encore une fois, c'est pas lié en rapport avec le travail, mais c'est vraiment à prendre en compte chez vos agents atteints de troubles musculo-squelettiques et de maladies chroniques. Donc le fardeau de la maladie, en fait, c'est l'accumulation des conséquences liées à la prise en charge de sa santé dans le cadre de sa maladie. Donc le fardeau, c'est en fait tout ce qu'on doit faire pour se maintenir en santé, toutes les démarches qu'on doit faire, les rendez-vous, l'organisation. Et donc ce n'est pas les conséquences physiques, mais c'est plutôt toutes les conséquences autour qui sont liées à la maladie chronique. Par exemple, gérer ses rendez-vous médicaux, aller à ses rendez-vous, gérer ses arrêts maladie, ses démarches de reconnaissance de maladie professionnelle, ses demandes de temps partiel thérapeutique, les contraintes liées à des médicaments. Par exemple, il y a des médicaments que la personne peut-être doit prendre, elle ne peut pas, par exemple, se coucher juste après, ou par exemple, ça peut être des médicaments qui doivent être injectés. Donc là, forcément, ça implique que la personne se déplace à une consultation pour justement avoir, par exemple, son injection. Ça peut être aussi, bien sûr, la charge financière de certains médicaments, certaines prestations, les soins non remboursés et non remboursables. Et bien sûr aussi tout ce qui va être la charge mentale liée à l'apprentissage de la maladie. Comment faire pour optimiser mon quotidien avec la maladie, comment faire pour que ça se passe au mieux pour moi, comment devenir vraiment un acteur de sa maladie, et comment être proactif. Et donc tout ça, en fait, c'est vraiment une nécessité d'apprendre qui entraîne une charge mentale et qui est quand même un fardeau, en fait, pour la personne. Maintenant, les conséquences sur la vie professionnelle de l'agent. Donc, dans le cadre où l'agent ne peut pas travailler en raison de sa maladie, alors là, bien sûr, l'augmentation, elle est par rapport à la fonction publique. Donc, s'il y a des acteurs du privé, ça ne s'appliquera pas exactement. Donc si l'agent ne peut pas travailler, on a plusieurs options. L'arrêt maladie classique, qui s'appelle congé maladie ordinaire. On peut aussi avoir, en cas de maladie professionnelle reconnue, d'accident de service ou de trajet, ce qui s'appelle le congé pour invalidité temporaire imputable au service. Donc ça, c'est comme le congé maladie ordinaire, mais quand il y a un accident de travail, une maladie professionnelle. Le congé, et ce qui change en fait, c'est la prise en charge financière. Ensuite, on peut avoir le congé longue maladie pour les troubles musculo-squelettiques, puisque les troubles musculo-squelettiques font partie en fait des maladies qui sont dans la liste des maladies où on peut demander un congé longue maladie sous le nom de rhumatisme chronique invalidant, inflammatoire ou dégénératif. Donc ça peut être un congé de maladie pendant 3 ans maximum, dont 1 an à plein traitement. Je ne parle pas du congé longue durée, puisque le congé longue durée ne comprend pas les troubles musculo-squelettiques dans les maladies, auxquelles maladie du congé longue durée. Voilà. Donc, dans le cas où la personne ne peut pas reprendre le travail sur ses fonctions antérieures,
Donc, dans la fonction publique, ce n'est pas le médecin du travail qui prononce l'inaptitude aux fonctions, mais c'est le conseil médical, le médecin agréé. Ensuite, on peut avoir soit un reclassement direct, soit une période de préparation au reclassement, jusqu'à 12 mois. Et si le conseil médical considère que l'état de santé de la personne va s'améliorer, eh bien, il peut y avoir une disponibilité d'office. Est-ce que je peux ajouter un complément? On a eu une évolution réglementaire ça fera bientôt 2 ans, c'était en mars 2022, qui permet aujourd'hui aux agents de réaliser des bilans de compétences, des formations pendant leur arrêt maladie. C'est quelque chose qui est opérationnel depuis presque une quinzaine d'années dans le privé. Et ça partait du constat du fait que, eh bien, quand l'agent avait passé son stade de soins, voilà, et commençait à entrevoir sa reprise, et eh bien, si l'agent pensait que la reprise de son poste allait poser problème, soit il allait être nécessaire de mettre en place des adaptations, soit en fait c'est carrément le poste qui n'était plus du tout adapté et il fallait justement commencer à retravailler soit un repositionnement, soit un reclassement. C'était quand même dommage d'attendre le jour de reprise de poste pour se poser toutes ces questions-là, parce que là en fait réfléchir à l'adaptation d'un poste de travail, c'est un peu de travail, ça prend un peu de temps. Et travailler un reclassement ou un repositionnement, ben, en fait c'est trouver un nouveau métier, assez cohérent avec les compétences, les aspirations et puis les contraintes de santé. Donc là aussi, ça prend un temps. Il y a un processus de deuil. Donc en fait, en fin de compte, tout ça, il faut avoir en lien que ce temps d'arrêt maladie peut être utilisé par les employeurs. Et donc ça va vous questionner sur qu'est-ce qu'on fait quand les agents sont en arrêt, quel lien on garde avec eux, comment on les accompagne. Parce que si à un moment donné, on attend qu'ils reviennent pour comprendre l'état de la situation et voir les besoins, on est sûr qu'on n'aura pas utilisé ce temps, en fin de compte, qui est précieux. Et donc ça, c'est des choses qui s'installent. Et dans la continuité des propos de Stéphane Guénaud, vous faire un retour sur une expérimentation que nous avons menée sur notre département, qui est bien l'accompagnement à l'entrée en période préparatoire de reclassement. Donc du coup, justement, pendant ce temps de travail, à partir du moment où le médecin a évalué que la personne est en capacité de reprendre progressivement, ne serait-ce que pour aller en formation, il y a tout un accompagnement qui a été mis en place pour justement éviter cette rupture par rapport au travail, et puis aussi progressivement amener la personne à l'accompagner dans son projet de professionnel à venir, parce que parfois elle peut avoir seulement des restrictions, mais parfois elle peut aussi être dans l'incapacité d'exercer son activité et qu'il faut s'orienter vers une autre activité. Et il est important qu'il y ait cet accompagnement dans cette période de deuil, dans cette résilience, et puis surtout permettre à la personne de ne plus être focalisée sur son incapacité, mais plus sur ses compétences restantes et qu'elle va pouvoir mutualiser et utiliser dans ses nouvelles missions. Donc c'est une expérience qui a été très concluante et les personnes qui en ont bénéficié ont trouvé que c'était vraiment très important, et cette période préparatoire au classement l'est également. Parce que pendant une année, bien, la personne elle est accompagnée dans la construction de son projet en vue de reprendre. Et ce que Stéphane Guénaud disait également sur le maintien du lien avec l'employeur, eh bien souvent, j'ai des retours d'agents qui, quand bien même, à partir du moment où ils ont repris, eh bien, ils ont bénéficié de tous les accompagnements possibles et imaginables, financés par le FIP, accompagnés par tous les partenaires, ils expriment systématiquement un regret, c'est que pendant le temps de la maladie, eh bien, qu'ils ont été oubliés. Donc vraiment, en tant qu'employeur, il est important, à minima, que vous puissiez eh bien, mettre en place cette notion de lien, ne serait-ce qu'un petit coup de fil ou bien un petit message, pour que la personne, eh bien, elle ait le sentiment de faire encore partie du collectif de travail, quand bien même elle est dans cette incapacité. Merci pour vos interventions. En effet, il y a quelque chose qui s'appelle le rendez-vous de liaison qui a été mis en place dans la loi de 2021, le travail de 2021, pour justement voir pour la mise en place
d'un accompagnement, d'un parcours pendant l'arrêt maladie. Après, il est à noter que l'agent n'a pas l'obligation d'accepter d'être en contact avec son employeur pendant sa période d'arrêt maladie. Mais en tout cas, effectivement, c'est une bonne possibilité si toutes les parties sont d'accord. Et dans le cas où, malheureusement, on a une inaptitude en fonction, plus on n'a plus droit au congé maladie, plus impossibilité de reclassement. Et donc là, dans la fonction publique, on peut faire la retraite pour invalidité, quel que soit l'âge de la personne. Le rôle de l'assistant social du personnel est très important dans l'ensemble de ces démarches pour justement accompagner au mieux l'agent, d'abord dans les procédures administratives, mais aussi pour naviguer avec les différents organismes, avec l'employeur, etc. Dans le cas où l'agent peut travailler, donc les conséquences des TMS, ça va être une diminution de la productivité. L'agent va devoir gérer ses absences pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. C'est vrai que ça peut être difficile de se rendre à ses rendez-vous médicaux si on travaille à plein temps. Bon, on doit s'absenter, on doit demander un accord à l'employeur, ça peut être un peu délicat quand même. On peut avoir un sentiment de stigmatisation dans certaines circonstances au travail. Par exemple, vis-à-vis des collègues, des situations qui peuvent mettre mal à l'aise. Et là, on voit aussi l'importance du psychologue du travail qui peut accompagner donc, les agents qui ont des difficultés relationnelles au sein du travail, et puis pour mettre en place des stratégies pour que la personne se sente au mieux dans son espace de travail. Et bien évidemment, l'utilité de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Regardez cette école de haute matière. C'était laquelle avant ou après? C'était celle-là. Ok, ça marche. Bon. C'est bien ça. Donc dans le cas où la personne peut travailler, le suivi rapproché par l'équipe pluridisciplinaire de prévention de santé au travail est très important. Donc là, on est bien dans le cas où la personne peut travailler. Donc d'abord, c'est ce que j'ai appelé la prescription d'aménagement du poste de travail. Donc avec la réalisation d'une étude de poste par l'équipe de prévention de santé au travail, que ce soit l'infirmier, l'ergonome, le médecin du travail, l'infirmier en santé au travail. Ensuite, proposition d'aménagement de poste ou demande de reclassement après discussion avec l'agent et l'employeur. Donc ça, c'est la première étape, la prescription des aménagements. La deuxième étape, c'est la mise en place des aménagements du poste de travail par l'employeur. Donc là, nous avons la possibilité de bénéficier de la plateforme de prêt de matériel avant achat. Et bien évidemment, donc le FIP met à disposition des fonds pour l'achat de matériel. Et à nouveau, les rôles très importants de l'assistant social du personnel et de l'ergonome dans ces démarches. C'est vraiment en fait un travail pluridisciplinaire entre les différents acteurs de la prévention et de la santé au travail pour permettre une prise en charge globale et idéale de la personne. Ensuite, en cas de prescription de temps partiel thérapeutique par le médecin traitant spécialiste du salarié, alors je précise que le temps partiel thérapeutique n'est pas prescrit par le médecin du travail, mais bien par le médecin qui prend en charge la santé de la personne, qui traite les problèmes de santé de la personne. Eh bien, c'est le médecin du travail qui va répartir le temps de travail, après discussion bien sûr avec l'agent et avec l'employeur. Maintenant, nous allons voir les retentissements des troubles musculo-squelettiques sur l'employeur et la structure. Donc évidemment, quand des personnes qui étaient motivées, productives, eh bien, développent des TMS, malheureusement, on va avoir une perte de qualité, une perte de quantité au niveau du travail. Ce serait bien de détailler un peu. C'est pas un manque de... là, on est plutôt dans la situation où on n'a pas adapté les conditions de travail. On a un agent qui souffre, en fait, et qui n'est pas dans un cadre, sur un poste de travail adapté. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci.
En fait, là, c'est les conséquences sur l'employeur et la structure des TMS, mais avant les prises en charge. Donc l'augmentation de l'absentéisme, comme je le disais, pour que bien sûr les personnes doivent se prendre en charge. Mauvaise ambiance de travail qui peut arriver, la diminution de la motivation des collaborateurs aussi. L'augmentation des incidents et des accidents par manque d'attention, par la fatigue. Et puis, bien sûr, pour l'aménagement du poste, les coûts pour l'employeur. Pour l'employeur, je me permets d'intervenir par rapport à ça, puisque c'est justement le rôle du FIPHFP, d'éviter les coûts pour l'employeur, donc déduction faite des aides de droit commun, tout le reste à charge peut être financé par le FIPHFP. Et donc tout l'accompagnement, alors on le verra tout à l'heure dans le détail au niveau de la table ronde 2, mais tout l'accompagnement de la personne, en particulier dans son environnement de travail, donc l'adaptation de son poste de travail, eh bien il existe plusieurs aides pour permettre, entre le constat de la déficience de la personne, de ses restrictions, des préconisations du médecin du travail. Donc à ce moment-là, eh bien, il y aura plusieurs interlocuteurs privilégiés avec lesquels nous travaillons, qui vous présenteront leur mission dans le détail tout à l'heure, notamment le Cap emploi, qui vont venir justement eh bien, accompagner l'employeur et l'agent bénéficiaire dans cette démarche. Et nous finançons ces partenariats, mais nous finançons également toute l'adaptation du poste, que ce soit au niveau ergonomique ou au niveau d'une souris, parce qu'il y a des gestes répétitifs, et vous parliez tout à l'heure de la reconnaissance, l'importance, le pourcentage important par rapport au mouvement au niveau du poignet. Donc toutes ces aides-là vont être financées par le FIPHFP, puisqu'on parle de la fonction publique. Et vous avez évoqué également la plateforme des 7 frais de matériel. Donc du coup, on le verra tout à l'heure, mais je fais quand même un petit arrêt sur l'image, puisque le FIPHFP, aux côtés de la GFIP, finance la plateforme des 7 prêts de matériel qui est portée par la page. Et le principe, c'est un contrat de prêt pendant 3 mois, gratuit, pour permettre eh bien, à l'agent d'être immédiatement accompagné plutôt que d'attendre eh bien, la commande du matériel adapté et rester en souffrance en fait, au niveau de son travail. Et il y a un ergothérapeute qui va aussi accompagner l'agent dans ses essais, et ça toujours gratuitement grâce à notre intervention. Merci Madame Montbrun pour ces précisions. Alors, vous avez prévu un temps d'échange, de questions avec les participants? Exactement, j'allais l'annoncer. Alors, si vous voulez bien... Voilà, qu'on puisse échanger, poser des questions sur ce que je viens de faire, de vous présenter, avant d'attaquer ensuite la partie sur l'exemple. Voilà. Si vous voulez bien, on va échanger nos micros. Ça me permettra d'aller dans la salle. Alors, qui a une question? Eh bien voilà. En général, j'ai toujours une question dans la poche au cas où, mais elle arrive facilement. Je vous en prie. Je vous laisse vous présenter. Oui, donc bonjour à tous, je suis M. Aglessi, je suis le responsable du pôle concurrence, consommation et répression des fraudes à la DG Copop. Donc en fait, j'ai 2 questions. La première question, c'est comment savoir si notre poste est bien aménagé, si la façon dont on a organisé nos différents outils de travail ne va pas générer des TMS. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment faire pour, comment dirais-je, solliciter des prêts auprès de la plateforme de prêt de matériel. Bonjour et merci pour vos questions. Pour répondre d'abord à votre deuxième question, je ne sais pas comment fonctionne cette plateforme de prêt. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi à trouver un contact pour cette plateforme. Une personne est là aujourd'hui, donc ce sera l'occasion pour elle de nous présenter le dispositif. Et puis je pense que vous aurez vos réponses à cette question un petit peu plus tard dans la matinée. Je confirme. Très bien. Je suis rassurée. En ce qui concerne savoir si votre poste de travail est bien aménagé ou pas, ça c'est surtout lors de la première visite, la visite d'embauche on va dire, et puis les visites périodiques. Ce sont vraiment des visites de prévention. Et c'est le rôle principal du médecin du travail, c'est la prévention. Donc que vous voyez le médecin du travail ou un infirmier par exemple en santé au travail, et bien c'est justement là l'occasion de discuter. Voilà, par exemple, vous pouvez dire, mon poste, j'ai ci, j'ai ça qui est là, j'ai ça qui est là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des conseils pour moi? Souvent, les structures peuvent avoir des flyers à vous remettre avec
les conseils pour que votre poste de travail soit aménagé au mieux. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions plus précises, vous pouvez par exemple même prendre une photo de votre poste de travail, et puis quand vous allez voir la médecine du travail, vous leur montrez, et puis vous leur demandez voilà, ce qu'ils en pensent, sachant que un agent peut solliciter la médecine du travail à n'importe quel moment sans attendre les visites périodiques ou les visites obligatoires. Donc je pense que ce serait surtout voilà, demander vraiment aux interlocuteurs à disposition dans vos structures. Bonjour, donc je suis Adeline Pierre-Louis, la référente handicap au sein des services de l'État en Guyane. Et je vais répondre du coup à la question qui vient d'être posée. Donc concernant tout d'abord, pour savoir si votre poste est aménagé ou pas, donc au sein des services de l'État en Guyane, donc il y a un service qui est chargé justement de toutes ces questions, donc c'est le service conditions de travail et relations sociales. Donc il faut rentrer en contact avec nous. Et c'est nous, après, on se charge justement, on assure la liaison avec le Cap Emploi. Et à partir de l'évaluation de vos besoins, notre service contacte le Cap Emploi et fait les démarches pour le prêt de matériel. Donc c'est des choses qui sont assez rodées en interne. Donc n'hésitez pas à nous contacter directement. Donc, et moi, en l'occurrence, en tant que référente handicap. Merci. Merci pour ces précisions. J'avais une autre. Juste réagir par rapport à la remarque du docteur sur sa méconnaissance de la plateforme. Donc, du coup, j'ai un fonctionnement, c'est constat, action-réaction. Réaction-action plutôt. Et donc, du coup, je me dis que ça pourrait être intéressant, alors pas aujourd'hui, mais en tous les cas intéressant de faire une présentation justement à la plateforme au niveau des services de santé au travail, au niveau des médecins, pour qu'ils puissent mieux vous identifier et mieux connaître eh bien, les modalités d'intervention par rapport à la plateforme. Oui, en tout cas, nous sommes preneurs au CH de Cayenne. Si quelqu'un de la plateforme de presse veut venir faire une présentation plus précise pour l'ensemble de notre équipe, avec grand plaisir. Il y a la possibilité aussi de visiter pour voir un petit peu les différents matériels et peut-être apporter votre regard d'expert par rapport à ce qu'on propose et faire l'adéquation surtout. Très bien. Bonjour docteur, j'ai une petite question pour vous. Emmanuel Loiseau, je suis référent des GECOBOP, c'est pas très explicite. En fait, c'est un poste qui consiste à venir en soutien sur les politiques RH et autres qui concernent une partie du personnel, enfin le personnel de tous les ministères des Affaires sociales. Ma question, je vois qu'on sait traiter la réparation des TMS. Ma question, c'est comment on fait de la prévention primaire. Je disais tout à l'heure, le mieux c'est d'agir avant que les TMS apparaissent. Mais comment on fait ça? Alors justement, je pense que ça passe par tout d'abord des actions en milieu de travail que le service de santé au travail est normalement dans l'obligation de faire dans ses missions. Donc ça va être faire des formations au sein des différents services, ça va être par exemple organiser des petites manifestations sur le mal de dos, une journée mal de dos par exemple, ça peut être une journée par exemple sur par exemple l'ergonomie au poste de travail. Voilà. En fait, il peut y avoir tout d'abord des actions au milieu de travail réalisées par les services de santé au travail. Sinon, comme je disais à monsieur qui a posé la question tout à l'heure, je pense que c'est vraiment aussi lors des visites, la visite d'embauche et des visites périodiques, que le médecin du travail, en tout cas toute l'équipe de santé au travail, doit délivrer des bons messages de prévention, donner des conseils pour l'aménagement du poste, poser des questions sur est-ce qu'il y a des choses déjà qui ne vont pas. Donc je pense que c'est vraiment être proactif au niveau des visites obligatoires, évidemment. Et puis aussi que l'encadrement fasse le relais d'informations et par exemple à la disposition des flyers de la médecine du travail pour distribuer aux collaborateurs. S'ils entendent par exemple, si un collaborateur dit ah mon poste de travail, je sais pas l'impression qu'il est bien installé, et bien par exemple la personne l'encadrant pourrait dire
ah bah là j'ai un flyer de la médecine du travail, vous pouvez le consulter, voir s'il vous apporte s'il apporte des réponses voilà, à vos questions. Et bien sûr, c'est aussi à l'encadrement de dire, vous pouvez consulter la médecine du travail à n'importe quel moment. Ça, je pense qu'aussi c'est important. Et qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas bien leurs droits. Par exemple, bah, les visites avec la médecine du travail se font sur les heures de travail. Beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas possible, donc évidemment ça peut être un frein. Beaucoup de personnes pensent aussi qu'on ne respecte pas le secret médical, alors que bah, si, c'est obligatoire, sinon on va en prison. Donc évidemment, tout ce que l'agent nous dit, ça reste totalement secret et confidentiel. Et pas que de la part du médecin, de toute l'équipe de santé au travail, puisque c'était le secret professionnel qui est l'élargissement du secret médical. Donc voilà. D'autres questions en plus? Bonjour, je suis Madame Promeneur, référente handicap de la mairie de Kourou. Alors j'ai deux questions. La première, c'est dans le cadre de la RQTH, je voudrais savoir si au niveau de mi-temps partiel thérapeutique, est-ce qu'il est limité dans la durée? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est quelle est la situation administrative d'un agent? Vous avez parlé tout à l'heure des collègues qui sont placés en CLM et à qui on peut proposer un reclassement. Donc au niveau de la situation administrative, vous avez parlé par exemple qu'ils peuvent prétendre à une formation. Mais dans ce cas-là où c'est validé, ils sont sous quel statut? Ils sont toujours en arrêt maladie ou voilà. Merci pour vos questions. Donc par rapport à votre deuxième question sur le statut administratif des personnes qui peuvent être en CLM mais qui font l'objet de préparation, reclassement, de formation, etc. Quel est leur statut? Malheureusement, je n'ai pas la réponse à vous apporter. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des personnes qui s'occupent des ressources humaines ici qui pourraient apporter des précisions, mais je ne sais pas exactement les tenants et les aboutissements des démarches exactes en fait dans ce cas-là. Et il y avait la réponse à la première question. Donc en fait, le temps partiel thérapeutique, il ne dépend pas du tout de la RQTH. En fait, n'importe quelle personne dont le médecin traitant ou spécialiste juge que son état nécessite un mi-temps thérapeutique a le droit d'en prescrire un au salarié, à l'agent. Donc on peut avoir un mi-temps thérapeutique sans être RQTH. On peut aussi avoir un mi-temps thérapeutique sans avoir eu d'arrêt maladie au préalable. Et donc, par extension, il n'y a pas de durée minimale d'arrêt maladie pour avoir un temps partiel thérapeutique. Et le temps partiel thérapeutique, on peut l'avoir pendant 1 an. Donc en fait, c'est une prescription par votre médecin tous les 3 mois. Donc tous les 3 mois, vous revoyez la médecine du travail pour l'aménagement du temps de travail, selon les modalités qui sont propres à chaque service de santé au travail. Et puis, ça dure jusqu'à 1 an maximum. Ensuite, si vous reprenez le travail pendant 1 an, vos droits à mi-temps thérapeutique vont de nouveau être de 1 an. Voilà, vous pouvez avoir 1 an, et puis ensuite, vous reprenez le travail 1 an, et ensuite vous avez à nouveau droit à 1 an de mi-temps thérapeutique. À noter aussi que le mi-temps thérapeutique, donc la médecine du travail n'est pas une médecine de contrôle, et donc nous ne nous prononçons pas sur la nécessité ou pas du mi-temps thérapeutique. Nous faisons juste en fait l'aménagement des horaires de travail au mieux en fait pour que la personne puisse prendre soin de sa santé, ce qui est justement le but en fait du mi-temps thérapeutique. Et c'est le médecin agréé qui peut être mandaté par l'administration pour contrôler les mi-temps thérapeutiques. Après, est-ce que c'est fait ou pas? Je suppose que ça dépend des structures, mais je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas plus. Oui, je disais juste que donc la médecine du travail ne contrôle pas la nécessité pour une personne, enfin la véracité du besoin
du mi-temps thérapeutique. En fait, c'est le médecin agréé qui contrôle. Donc, le médecin agréé, c'est la médecine de contrôle. C'est le médecin agréé qui contrôle si la situation médicale de l'agent nécessite réellement ou non un mi-temps thérapeutique. Donc, ce qui veut dire qu'un agent qui est placé en mi-temps thérapeutique, donc dans le cas d'un agent qui est drépanocytaire, qui est placé en mi-temps thérapeutique, donc j'ai bien compris, selon les textes, c'est excusez-moi, c'est 1 an pour une pathologie. C'est bien ça? Oui. Quand il s'agit d'un agent, toujours le même en fait, drépanocytaire, qui est en mi-temps thérapeutique depuis 3 ans, sur la même pathologie, qui est renouvelée par le médecin du travail, nous, au niveau de l'employeur, on doit se diriger à ce moment-là vers le médecin agréé, si j'ai bien compris. Alors, voilà, en fait, bon, déjà, le mi-temps thérapeutique doit forcément être prescrit par le médecin qui prend en charge la santé de la personne, donc médecin traitant ou médecin spécialiste. Et si le médecin traitant, médecin spécialiste prescrit au-delà de 1 an, dans ce cas-là, le médecin du travail dit à l'agent, eh bien là, vos droits sont épuisés, même si c'est prescrit par le médecin du patient. Et ensuite, normalement, l'ensemble des mi-temps thérapeutiques sont censés être contrôlés par le médecin agréé. Mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi, en tant que ressources humaines, direction, provoquer, demander un contrôle. Il faut demander le contrôle du médecin. L'agent passe devant un médecin agréé avant. Une fois qu'on a l'accord, c'est bien ça. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Alors, d'accord. On n'a pas entendu la remarque de la dame. L'agent passe devant un médecin agréé. Il y a une liste. Il va chez le médecin agréé et ensuite, une fois que le médecin a donné son avis, on l'envoie à l'employeur et après on met l'agent en situation mi-temps thérapeutique, en sachant qu'il touche son salaire à 100%. Voilà, mais juste pour préciser, par exemple, quand les droits à mi-temps thérapeutique expirent au bout d'1 an, une des solutions, ça peut être le congé longue maladie, par exemple, qui peut être pendant 3 ans, avec 1 an à plein traitement et 2 ans à mi-traitement. Voilà. Et je rajouterais une précision qui me semble très importante, par exemple, pour le cas de la personne drépanocytaire, c'est que tous les congés maladie peuvent être pris de manière fractionnée. Et là, typiquement, dans des situations pour lesquelles il y a régulièrement des examens, des soins, donc on vient prendre comme ça des petites journées, ou alors ça peut être aussi du repos, pour des personnes qui effectivement voient leur capacité de travail réduite, et de manière variable en plus, avec cette maladie, on a fait l'étape du Tour de France de handicap invisible en Guadeloupe sur la drépanocytose, donc on a eu des personnes qui nous ont expliqué comment, à leur parcours. Et bien là, les congés maladie peuvent être pris de manière fractionnée, donc ça va permettre comme ça d'écluser sur des grandes durées, si vous voulez, et de répondre vraiment à la fois aux besoins de la situation et puis minimiser quand même l'impact financier pour la personne, comme ça lui permet de continuer. Le temps passé dans une situation comme celle-là, par exemple, il vaudrait mieux privilégier ces congés maladie fractionnés dans un premier temps et garder le temps partiel thérapeutique qu'on aura besoin vraiment de baisser fortement le temps de travail. Vous voyez ce que je veux dire, Comme ça, ça permet d'avoir ce joker sous le coude. Excusez-moi, monsieur Guédou, je n'ai pas trop compris ce que vous dites, ce que vous entendez par congé médico-fractionné. Eh bien, en fait, le congé... Eh bien, écoutez, on a une réponse de la salle, je vous en prie. Oui, bonjour à tous. Donc, Cynthia Pierba, assistante sociale du travail au centre de gestion de la fonction publique territoriale. Donc, pour répondre tout d'abord à la question concernant le reclassement, donc, il y a un formulaire au centre de gestion, donc ça c'est pour les collectivités, pour la fonction publique territoriale. Il faut que l'employeur puisse se saisir au centre de gestion
lorsque vous souhaitez mettre en place le reclassement pour un agent, et donc l'équipe pluridisciplinaire va se réunir pour pouvoir faire des préconisations à l'employeur public territorial. Et concernant les congés maladie fractionnés, donc effectivement c'est possible, notamment avec le congé longue maladie, donc le CLM. Il faut savoir par contre que la période elle est différente, puisqu'un CLM normal c'est 3 ans, donc 1 an de plein traitement et 2 ans de demi-traitement. Lorsqu'on passe sur un CLM fractionné, la période passe à 4 ans. Donc pendant toute la période où l'agent va prendre du coup ses arrêts, ça va demander au service des ressources humaines de bien à chaque fois comptabiliser les périodes que l'agent a pris, parce que pour le coup, il a bien droit à ces 1 an de plein traitement, sauf que cela peut être étalé sur 1 an et demi, sur 2 ans. Voilà. Et le congé va jusqu'à 4 ans. Au-delà de 4 ans, on passe dans la même procédure qu'un CLM normal. Donc soit CLD, soit incapacité de l'agent à reprendre le travail, et dans ce cas-là, reclassement et toute la suite incapacité. D'accord, merci beaucoup pour vos précisions. Effectivement, je n'avais pas connaissance de cette option. Juste pour préciser que pour les personnes qui prennent un mi-temps thérapeutique, les périodes d'arrêt maladie pendant le mi-temps thérapeutique décalent d'autant la date de fin du mi-temps thérapeutique. Par contre, ce n'est pas le cas des congés. Par exemple, si quelqu'un qui a des problèmes de santé pose 4 mois de congé qui avait à écouler, et après avoir fait la demande de temps partiel thérapeutique, malheureusement, il y a 4 mois de mi-temps thérapeutique qui vont passer à l'as. Voilà. Donc ça, c'est important à prendre en compte aussi quand on conseille les agents. Très bien. Alors, je voudrais juste compléter par rapport à la situation de l'agent qui souffre de drépanocytose. Il est aussi dans une des pistes de solution, de réflexion en tous les cas. Il y a la possibilité, et ça a été évoqué mardi dernier en Guadeloupe, d'aménager bien le travail de la personne, mais dans le sens où elle peut avoir des jours de télétravail prescrits par le médecin, ce qui va lui permettre d'atténuer sa fatigabilité, puisqu'il n'y aura pas le temps de transport. Et il faut savoir que dans les aides d'intervention du FIP, on intervient sur l'aménagement du poste de travail de l'agent, tant sur son lieu de travail qu'à domicile quand il a une préconisation de télétravail. Donc ça peut être aussi une piste de réflexion pour justement éviter ces arrêts répétitifs par rapport à sa maladie et par rapport aux crises imprévisibles que l'agent peut avoir. Messieurs, dames, je vous propose qu'on poursuive parce qu'en fait on a un programme assez chargé et je crains que si on continue d'échanger, alors c'est dommage, c'est frustrant, mais à la fin on aura encore des temps d'échange. Donc docteur, je vous propose de prendre la suite. Ok, très bien. Donc continuons sur l'exemple du syndrome du canal carpien. Donc ça va mettre un petit peu en pratique en fait toutes les notions évoquées à la fois pendant ma présentation, mais à la fois dans vos questions-réponses. Donc quel que le syndrome du canal carpien, parce que c'est un nom qui peut sembler un petit peu barbare quand on ne connaît pas. Donc déjà, qu'est-ce que le canal carpien? Alors le canal carpien, je vais vous montrer ce que c'est. À la base du pouce, ici, et la base ici du 5e doigt. Là, il y a comme deux petites montées osseuses ici. Et là, au milieu, c'est assez mou. C'est mou, mais c'est pas totalement mou. C'est pas totalement rigide non plus. Et donc, en fait, là, on va avoir les vaisseaux sanguins et les nerfs qui passent pour innerver la main. Et par-dessus, donc par-dessus les vaisseaux sanguins et les nerfs pour les protéger, on a un ligament fibreux donc, qui protège. Et c'est cette cavité délimitée donc, par les os du poignet derrière et par le ligament devant qui constitue donc le canal carpien. Alors c'est pas un canal, c'est pas un gros canal où dedans ça passe le nerf, c'est une cavité un peu virtuelle, mais en tout cas c'est une cavité globalement où il y a plusieurs structures qui sont assez serrées. Voilà.
Donc le syndrome du canal carpien, parce que le canal carpien, on en a tous un. On n'a pas tous un syndrome du canal carpien. Alors, donc, le syndrome du canal carpien, c'est l'ensemble des symptômes tels que les fourmillements, les décharges électriques, diminution de la sensibilité, diminution de la force, donc dans les 3 premiers doigts de la main. Donc le premier c'est le pouce, ensuite c'est majeur, ensuite c'est l'annulaire. Donc en fait c'est dans les 3 premiers, la moitié du 4e aussi. Voilà, sur la face palmaire de la main. Puisque en fait c'est un nerf qui s'appelle le nerf médian, et ça c'est le nerf en fait qui s'occupe de la motricité et de la sensibilité de ces 3 doigts et demi. Voilà. Donc on comprend bien que si le ligament il est atteint, on va avoir une atteinte dans ces doigts-là. Et donc voilà, le nerf est compressé dans son passage au niveau du canal carpien, au niveau du poignet. Donc c'est le TMS le plus fréquent de tous les TMS, et c'est aussi la maladie professionnelle la plus fréquente. 130 000 opérations par an. Donc on comprend que c'est beaucoup de personnes, c'est aussi un coût important. Et donc les personnels les plus touchés, ce sont les professions administratives, évidemment. En fait, toutes les personnes qui utilisent beaucoup leurs poignets, leurs doigts au quotidien. Et les infirmiers anesthésistes dans la fonction hospitalière. Donc, quels sont les facteurs en fait, qui peuvent favoriser l'apparition de ce syndrome? Évidemment, il peut y avoir des anomalies anatomiques, des choses avec lesquelles on est, et parfois ça peut se manifester à un moment ou à un autre de la vie. Par exemple, là, le canal, peut-être qu'il est un peu plus étroit que les personnes habituelles. Le nerf passe un petit peu différemment de ce qui est habituel. On peut avoir aussi un facteur de risque apporté par certaines maladies, comme la polyarthrite rhumatoïde, la goutte. Mais ce qui est surtout important au niveau des facteurs de risque, donc, ce sont les mouvements répétés et les postures nocives. Des travaux manuels répétitifs, rapides. Des mouvements de flexion-extension. Donc flexion-extension. Donc ça c'est la flexion, ça c'est l'extension. De torsion du poignet. Donc ça c'est quand vous faites le mouvement comme ça. Et donc c'est tout ce qui va être, en fait la plupart des gestes finalement qu'on utilise, qu'on fait avec le poignet sont des gestes qui rentrent dans cette catégorie-là. Et aussi les vibrations peuvent en effet être délétères dans l'apparition du syndrome du canal carpien, par exemple les personnes qui utilisent des marteaux-piqueurs à nouveau, ou des perforateurs ou autres outils électroportatifs. En ce qui concerne les IAD, les infirmiers anesthésistes diplômés d'ESA, je précise que pour eux, en fait, il y a un risque supplémentaire lié au mouvement réalisé par le poignet lors de l'intubation, avec en fait la pince pouce-index, donc c'est ce qu'on appelle quand on saisit des choses entre le pouce et l'index. Et bien, dans cette profession, pour réaliser ce geste d'intubation, qui est donc réalisé plusieurs fois par jour, tous les jours où la personne travaille, et bien c'est en force, parce qu'il faut forcer en fait le cathéter d'intubation dans la trachée en fait, et donc ça implique de forcer en fait avec ces doigts-là. Donc la prise en charge du syndrome du canal carpien, c'est important qu'elle soit faite dès les premiers symptômes. Donc tout d'abord prise en charge par le médecin traitant. Donc le médecin traitant, lui, il va faire le diagnostic clinique du syndrome du canal carpien. Pour diagnostiquer le syndrome du canal carpien, il n'y a pas besoin de faire d'examen supplémentaires. Le diagnostic est vraiment clinique en consultation, avec l'interrogatoire du patient sur ses symptômes, décharge électrique, engourdissement, diminution de la sensibilité, diminution de la force dans la main. Et ce sont des symptômes qui peuvent aussi être reproduits lors de l'examen. Donc par exemple, quand il y a certains gestes en fait, que le médecin peut reproduire dans l'examen, par exemple appuyer sur le canal carpien, faire des gestes, si la personne fait des gestes répétés comme ça et que les douleurs, les symptômes apparaissent, eh bien c'est un élément bien sûr en faveur du syndrome du canal carpien. Le médecin traitant, donc, lui, il s'occupe de la partie traitement, comme on l'indique, diagnostic.
il peut parfois demander un électroneuromyogramme pour préciser la gravité et puis l'atteinte précise en fait du nerf. Ça, c'est un examen en fait qui consiste à mettre des petites aiguilles dans la peau le long du trajet du nerf et puis d'envoyer des petits impacts, des petits influx électriques, mais vraiment légers. Et ensuite, on mesure en fait l'activité du nerf en aval. Donc, ça permet de préciser est-ce qu'il y a une atteinte sévère, modérée, voilà. Et ça fait par un neurologue en consultation. Le médecin traitant, il demande la reconnaissance en tant que maladie professionnelle MP57C. 57, c'est le numéro du tableau des maladies professionnelles, et C, c'est la sous-catégorie pour les problématiques de poignets, mains et doigts. Donc, rapidement, hein, dans ce tableau de maladies professionnelles, donc, il s'appelle bien syndrome du canal carpien. Le délai de prise en charge, c'est 30 jours. Alors, pour vous expliquer ce qu'est le délai de prise en charge. Donc, le délai de prise en charge, c'est le délai maximal, en fait, entre la date de fin d'exposition au risque et le moment, en fait, où la maladie est... où la personne consulte pour la maladie. Donc, je reviens ici. Par exemple, si la personne arrête de travailler le 1er lundi de janvier, par exemple, si elle va chez son médecin traitant parce qu'elle a mal au poignet le 1er février, et qu'il diagnostique un syndrome du canal carpien, ça ne pourra pas être considéré comme maladie professionnelle puisque ce sera après le délai de 30 jours après la fin de l'exposition. Et donc dans ce tableau de maladies professionnelles, on a une liste limitative des travaux qui peuvent provoquer ces maladies. Finalement, c'est tout ce que je vous disais auparavant. Les mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main. Donc c'est un mouvement de rotation de la main, soit un appui au niveau du carpe, un appui comme ceci sur la paume de la main, pression prolongée ou répétée. Donc comme je le disais, pas de nécessité d'examen complémentaire pour faire le dossier, ça c'est important. Je sais qu'ici on a des délais vraiment importants pour réaliser nos examens médicaux. En tout cas, pour le syndrome du canal carpien, il n'y en a pas de nécessaire. Et l'imputabilité, elle est par défaut si l'ensemble de ces critères sont respectés. Sinon, le dossier passe en conseil médical pour détermination de l'imputabilité. Voilà. Et donc, en plus de délai de prise en charge, on a le délai de déclaration de la maladie professionnelle dans la fonction publique qui est de 2 ans. C'est comme ce qu'on appelle le délai de prescription, en fait. Par exemple, comme je vous disais, la personne, elle arrête son travail, elle travaillait beaucoup elle travaillait sur l'ordinateur toute la journée, dactylographie toute la journée, et puis elle prend un arrêt maladie, elle arrête de travailler, on va dire, le 1er janvier, à son poste. Et elle a des symptômes au niveau du poignet, mais elle attend, et puis elle va consulter le 1er février. Donc la maladie ne pourra pas être déclarée. Dans l'hypothèse où elle va consulter avant la fin du mois de janvier, et qu'elle n'est pas informée de la possibilité de déclarer la maladie professionnelle, elle a 2 ans à partir de la date de la première constatation médicale de la maladie. Donc si par exemple elle allait chez son médecin le 30 janvier 2024, elle a jusqu'au 30 janvier 2026 pour faire la déclaration de maladie professionnelle. Bien sûr, il faut que ça se soit respecté. Donc c'est important en fait d'avoir les documents avec les dates, etc. Dans le même temps, en parallèle de l'orientation vers le médecin traitant, dès les premiers symptômes, aussi l'orientation vers l'équipe de prévention de santé au travail, pour étude de poste et essayer de supprimer ou de corriger les facteurs favorisants identifiés. Les aménagements du poste de travail pour les personnes qui ont des symptômes au niveau du poignet.
Alors, donc, siège adapté au nombre d'heures de travail assis par jour, réglé correctement. Il y a différents types de sièges, en fonction de si on reste 3 heures par jour, 8 heures par jour assis, ce n'est pas la même chose qui est recommandé. Régler correctement, oui, parce que si le siège est au top du top de la technologie neuve, mais qu'il n'est pas réglé correctement, bah, malheureusement ça ne sert à rien. Écran à la bonne hauteur. Il faut que l'écran soit au niveau des yeux si on ne porte pas des verres progressifs, et juste en dessous des yeux si on porte des verres progressifs. Souris verticale, pointeur central, ça sert à diminuer en fait l'angle que les poignets peuvent avoir quand on est à la souris. La bonne position, c'est là, il n'y a pas d'angle, vous voyez, entre l'avant-bras et le poignet, les doigts, il n'y a pas d'angle, c'est droit. Et ça, c'est pas bon. Pareil, utiliser les pattes du clavier, c'est pas bon. Positionnement correct du clavier, de la souris et des autres accessoires sur le bureau en fonction de la fréquence d'utilisation. Ça revient un peu à ce que monsieur me disait tout à l'heure comme question. Donc en fait, il y a 3 zones de travail quand on est en travail de bureau. La première zone, c'est la zone où on doit avoir le clavier et la souris. Deuxième zone, le téléphone. Troisième zone, c'est par exemple s'il y a des documents et parfois on doit prendre les documents pour les consulter. Ou si on a un pot à crayon et puis de temps en temps on prend le crayon. Mais ce dont on se sert tout le temps, c'est vraiment zone 1 et zone 2. Par exemple, si la souris est dans la zone 2, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça va causer trop de tension en fait, au niveau du membre supérieur. Le traitement du syndrome du canal carpien rapidement, traitement médical, port d'une attelle d'immobilisation qui peut être mise uniquement la nuit, quand il y a des douleurs, prise de médicaments antalgiques, anti-inflammatoires ou antalgiques ou anti-inflammatoires, infiltration de corticoïdes et parfois la chirurgie pour décompresser le nerf. La récupération est souvent bonne, avec une récupération qui peut être quasi complète dans les cas où la maladie est prise en charge dès les premiers signes. J'insiste sur le fait que lorsque quelqu'un a un syndrome du canal carpien avec une diminution de la force dans la main, avec une diminution importante de la sensibilité, ça peut ne jamais revenir comme avant, malgré une opération. Donc l'importance de prise en charge précoce. Ça c'est mon message très important, prise en charge précoce. Une slide, ensuite j'ai fini. Une slide sur le syndrome de la courbe des rotateurs. Donc juste une seule, je ne vais pas tout vous refaire. Et pour vous expliquer, parce que bon, la courbe des rotateurs, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Pourquoi ça s'appelle quoi? Voilà. Donc la courbe des rotateurs, en fait, c'est le nom donné aux tendons. Donc les tendons des muscles qui vont s'inscrire sur l'épaule. Donc en fait, c'est les tendons des muscles qui permettent de lever le bras comme ça, en flexion, en extension, en rotation, adduction, abduction. Donc en fait, il y a plein de tendons qui servent à faire ces différents mouvements du bras. Et c'est ceux-là qui sont endommagés dans le syndrome de la courbe des rotateurs. Donc c'est l'ensemble des pathologies inflammatoires de cette région du corps, pour résumer. Et ça peut évoluer jusqu'à une rupture, une perforation de ces tendons. Les symptômes, comme vous vous en doutez, douleur à l'épaule, douleur de l'épaule à l'effort puis au repos, diminution de l'amplitude articulaire, une diminution des mouvements qu'on peut faire avec l'épaule. Par exemple, une personne qui a un syndrome de la courbe des rotateurs, elle ne pourra pas faire ça. Elle va peut-être être limitée ici. Blocage, sensation de blocage. Les professions les plus touchées, les personnes qui portent des charges lourdes. Les aides-soignants, qui portent les patients pour les toilettes. Le personnel technique, qui fait beaucoup de manutention. Et aussi les professions administratives, parce que c'est pas que du travail de bureau, c'est aussi du travail de classement, de rangement de dossiers, rangement des dossiers en hauteur, beaucoup de mouvements comme ça de classement, mettre les choses en hauteur, mettre les choses en bas, porter, et des choses qui peuvent être vraiment lourdes. Et donc le syndrome de la courbe des rotateurs, c'est aussi dans le tableau 57 des maladies professionnelles, mais la lettre A c'est l'épaule, B c'est le coude et C c'est la main, poignet et doigt.
mes sources. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Oui, voilà. En fait, j'aimerais savoir où on peut récupérer les différents flyers dont vous parliez tout à l'heure pour éventuellement les faire circuler au sein du service. Alors, soit c'est des flyers qu'en interne, votre équipe de santé au travail réalise, soit ce sont des flyers de l'INRS, Institut National des Risques Professionnels. Vous pouvez les commander gratuitement sur leur site internet et vous les faire livrer. INRS. Et vous avez aussi des documents de Santé publique France que vous pouvez aussi faire livrer gratuitement, faire imprimer, livrer gratuitement. Il y a une plateforme en ligne de Santé publique France pour commander des documents. Voilà. Et ensuite, je pense je pense au sein des différents prestataires de Cap Emploi, de la page, de toutes ces personnes, a priori, vous pouvez aussi faire des demandes de documentation.